normalité sous ordonnance, le documentaire Choc où l'appât du gain rencontre la détresse de l'être humain, présente. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans la santé en mouvement, l'émission pour prendre soin de vous au quotidien. Et aujourd'hui, on va parler d'innovation au service du handicap. Au programme, on évoquera notamment le remboursement des fauteuils roulants, récemment acté par le gouvernement. Mais derrière ce progrès, on se posera des questions essentielles, à savoir comment faire en sorte que chacun ait accès à ces innovations, et ce, quel que soit le handicap, et comment notre système de santé est-il prêt à financer les évolutions technologiques à venir. La santé en mouvement spécial handicap, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Flavien Thibert. Bonjour Flavien, vous êtes directeur de Quantum Rehab, mais pas que, vous êtes également vice-président du groupe VPH, donc le groupe spécial handicap au SNITEM. On va commencer par une actualité qui est récemment tombée, Flavien. À partir du 1er décembre 2025, tous les fauteuils roulants seront intégralement pris en charge par l'assurance maladie. Alors concrètement, expliquez-nous le contexte de cette réforme. Alors exactement, à partir du 1er décembre, la totalité des fauteuils roulants pour l'ensemble des personnes en condition de handicap ou pour les seniors sera prise en charge entièrement par la sécurité sociale. Cela signifie on met fin à des années de paperasse et à des années d'inégalité. 40 ans d'inégalité. 40 ans, exactement. Depuis les années 80, où le niveau de remboursement n'avait pas changé. Imaginez qu'aujourd'hui, vous payez vos baguettes de pain le prix d'il y a 40 ans, ça ferait 10 centimes. Alors concrètement, cette mesure met surtout fin à des disparités de traitement et de remboursement selon les équipements techniques et selon les régions. Exactement. Si on prend un exemple, dans le Gers, on pouvait facilement obtenir un remboursement après quelques mois, 6 mois, 7 mois. Là où en Ile-de-France ou dans le Rhône, il aurait fallu 2 ans. Et à l'inverse, dans le Bordelais par rapport à la Bretagne, où vous auriez pu avoir un remboursement de 5 000 € contre un remboursement de 20 000 € pour un handicap complètement identique. Alors, pour être sûr de bien poser le débat, Flavien, expliquez-nous qui de la sécurité sociale ou des mutuelles vont financer ce coût et de quel type de fauteuil parle-t-on? Parce qu'avec la technologie, on peut avoir des Formule 1 et on peut avoir des choses beaucoup plus classiques, si je peux le dire ainsi. Il y a eu un panel complet de fauteuils roulants qui ont été sélectionnés pour pouvoir répondre à tous les handicaps, et ils seront financés entièrement par la sécurité sociale. Les mutuelles n'interviendront que très légèrement, mais sur des aspects plus propres au service après-vente ou à l'entretien des produits. Alors, selon vous, est-ce qu'il y a un risque que cette réforme facilite l'accès à certains modèles plutôt haut de gamme ? Aujourd'hui, si vous voulez, on avait déjà 2 niveaux de remboursement. Par exemple, pour le fauteuil roulant électrique, un 3400 et un 3900. Et sur les 12 000 fauteuils roulants qui étaient financés, la moitié qui étaient des fauteuils de première attribution et l'autre moitié qui étaient des fauteuils au remboursement le plus fort. Donc le fauteuil, le remboursement dépend de la prescription. Alors, c'est indéniable, c'est une avancée sociale, mais alors j'ai envie de vous demander, on va vers une société où il y a de plus en plus d'innovations technologiques, elles sont en train d'exploser de manière exponentielle. Comment le système de soins va pouvoir assumer ? Aujourd'hui, je voudrais revenir sur le fait que c'est un pas en avant, cette réforme, un pas en avant concret. Cependant, l'inclusion ne se décrète pas, elle se construit. Et cette réforme, c'est simplement la première brique, une brique importante, mais seulement la première d'un pas vers l'inclusion. C'est une avancée pour le handicap, mais aussi pour notre société. Aujourd'hui, c'est davantage un investissement qu'un coût. Flavien, dans ces fauteuils donc à haute technologie, il y a beaucoup de composants, on va dire, qui sont soit des métaux rares, soit des batteries, soit des éléments qui viennent de l'industrie automobile, par exemple. Dans quelle mesure on va pouvoir prétendre à une souveraineté avec tous ces équipements sophistiqués et ces composants parfois ultra rares ? Alors, comme je le disais, c'est un investissement plutôt qu'un coût, et cette réforme, elle doit s'accompagner d'une politique industrielle solide. Et pour conserver cette souveraineté, la souveraineté, c'est pas l'industrie en autarcie. La souveraineté, c'est le partage de matières premières. On en a, mais on a des pays voisins, on a des pays européens qui en ont aussi. C'est des accords, c'est produire en France avec des investisseurs étrangers, c'est avoir des systèmes de production ou d'importation par des entreprises françaises. La souveraineté, c'est pas simplement faire 100% des choses tout seul dans notre coin. Alors, vous évoquiez la quantité de fauteuils en France.
est-ce qu'on se pose également une question sur la durabilité des modèles, où aujourd'hui on est davantage dans une économie d'usage que dans une économie de la propriété? Il est important de considérer cette question, et pas que pour un point de vue écologique. C'est parce que c'est aussi pas très pratique pour un utilisateur de changer de fauteuil tous les 2 ans. Quand on s'habitue à un outil, quand on s'habitue à un téléphone, quand on s'habitue à une voiture, eh bien c'est un petit peu la même chose avec son fauteuil. L'utilisateur, il n'a pas la volonté de vouloir le changer le plus souvent possible. Il a besoin que son produit dure, et nous, industriels, on doit s'obliger à faire le nécessaire pour qu'il soit le plus durable possible. J'ai envie de vous poser une question. Quand une telle décision, d'un point de vue législatif, est prise, c'est une décision certes qui a un enjeu social et sociétal. Est-ce qu'il y a un enjeu économique derrière? Je pense faciliter le retour à l'emploi, faciliter une mobilité. Il y a un enjeu économique certain. Aujourd'hui, on va permettre à des seniors, on va permettre à des personnes à mobilité réduite ou à des personnes en condition de handicap de consommer, de travailler. Aujourd'hui, le fauteuil roulant, l'outil, c'est le premier levier pour le retour à l'emploi pour un utilisateur en condition de handicap. Donc, il est aussi prouvé dans d'autres pays comme les États-Unis ou comme le Japon, que les seniors participent plus activement à partir du moment où ils sont dans des âges avancés ou de mobilité réduite. Et les mêmes constats, les mêmes études sont menées pour les personnes en condition de handicap. Leur consommation augmente de 30% par rapport à chez nous. Donc il y avait aussi une dimension économique dans ce projet de loi, on ne peut pas le nier. Exactement, faisons un calcul simple. Quelqu'un qui consomme 15 000 euros par an, prenez 30% de plus sur ces 15 000 euros et on se rendra compte que le système se finance rapidement de lui-même. Flavien, on a le sentiment qu'on va vers un homme ou des femmes augmentés avec ce pouvoir de la technologie. Pour vous, quelle est la part marginale que l'on va pouvoir éthiquement assurer avec notre système de soins? Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se dirige vers une société qui propose une santé à 2 vitesses. Donc, qu'on se concentre sur l'inclusion et qu'on comprenne que c'est une évolution pour notre société et pas seulement pour les personnes en condition de handicap. Merci Flavien Thibert. Je rappelle que vous êtes directeur de Quantum Rehab et vice-président du groupe Véhicules pour personnes handicapées au SNITEM. Et tout de suite, j'ai le plaisir d'accueillir Lancelot Durand. Bonjour Lancelot. Bonjour. Alors, vous êtes directeur technique et cofondateur de l'entreprise Épure. Alors, vous avez un CV assez long et je vais prendre le temps quand même de parler un petit peu de votre passé. Vous avez participé à Qui veut être mon associé et décroché des financements. En 2023, vous avez gagné un concours Lépine et également le Grand Prix des startups innovantes du SNITEM. Je n'ai rien oublié ? Il y en a quelques-uns oubliés, mais je ne vais pas vous assommer. Épure, c'est quoi? Dites-nous tout. Épure. Alors, Épure, c'est une société qu'on a créée avec mes 2 amis Colin et Mathias, qui sont mes associés maintenant. Et nous avons mis au point le premier système de freinage pour les fauteuils roulants manuels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour freiner avec un fauteuil traditionnel, il faut en gros se brûler les mains sur les roues, sur les mains courantes qui sont accrochées aux roues. Et donc on a mis au point le premier système qui permet de ralentir ou de freiner sans se brûler la peau des mains. Alors quand on parle d'innovation, on pense souvent au numérique ou à l'électrique, et là en fait c'est une innovation mécanique. Est-ce que vous avez le sentiment que ce type d'innovation est suffisamment reconnu et soutenu par les politiques publiques? Alors, je ne connais pas tous les politiciens qui s'occupent de ces sujets-là, mais je dirais que oui. Globalement, tous les médecins de rééducation, tous les ergothérapeutes et toutes les personnes en situation de handicap savent qu'on ne met pas un paraplégique sur un fauteuil électrique. En fait, quand on a besoin d'utiliser ses membres supérieurs pour les prémunir à long terme et pour se déplacer, on veut avoir de l'autonomie et une indépendance. Et en plus, on veut avoir plus d'accessibilité pour aller dans une voiture, dans un magasin, pour pas avoir à refaire sa maison. Donc en fait, tout le monde sait aujourd'hui dans le secteur que le fauteuil manuel, c'est 85% des usages et pour une raison claire, pas juste une question d'argent, quoi. On l'imagine, vous êtes en lien direct avec les utilisateurs. J'ai envie de vous demander quelles sont les attentes prioritaires aujourd'hui. Est-ce que c'est le confort, l'autonomie, la facilité? Et ça, c'est si on parle de l'objet, mais en fait, j'aimerais qu'on parle aussi de la société tout entière. Alors justement, je dirais que c'est la personnalisation. Donc c'est un peu aucun de cela, parce qu'il y a une pluralité énorme des typologies de handicap. Entre un paraplégique, un tétraplégique, une sclérose en plaques, un IMC, il y a des centaines de pathologies. Et parmi ces pathologies, chaque personne est unique. Donc en fait, le challenge, c'est de trouver une solution qui est vraiment adaptée à cette personne précisément, qui a peut-être plus de force dans le bras gauche que dans le bras droit, qui a besoin d'un truc électrique, mais qui peut lui permettre de monter des marches, etc. Et aujourd'hui, on est vraiment sur des systèmes de fabrication qui sont dans la personnalisation ?
Non, mais il y a pas mal de solutions qui existent et l'idée c'est de pouvoir proposer chaque solution à la personne qui en a besoin et non pas se contenter d'un fauteuil complètement réglable qui va du coup se retrouver lourd, potentiellement cassant, etc. Et donc plutôt d'avoir quelque chose qui est vraiment adapté à son utilisateur en tenant compte de tout ce qui existe. Lancelot, pour conclure, j'aimerais comprendre comment le financement public ou les critères de remboursement influent-ils les choix techniques qui sont faits en amont dans la conception des fauteuils ? Alors je pense que quand la manière de rembourser un fauteuil n'a pas changé depuis 20 ans, les industriels s'adaptent. En fait, ils vont adapter leur matériel à la manière dont ils sont remboursés. Dans les sociétés comme les nôtres, qui sont des sociétés d'innovation, c'est totalement l'inverse. Nous, on répond à un besoin d'usage à laquelle personne n'avait apporté de solution. Et donc on espère que la nomenclature, la manière dont sont remboursés les fauteuils va s'adapter à notre produit et c'est pour ça qu'on travaille depuis plusieurs années sur une étude clinique dans l'espoir d'avoir un remboursement par la Sécu. Depuis quelques années on travaille sur un nouveau dispositif qui est encore un système de freinage mais qui permet aux personnes actives de freiner et pour le coup sans poser de problème ni de poids lors du transport ni de deux roues pour passer les obstacles. On va sortir ce produit le 3 juin au salon à Paris. Et on va peut-être devoir repasser 2 ans à faire une étude clinique pour demander un remboursement, ce qui est long pour nous. Merci beaucoup Lancelot Durand. Je rappelle que vous êtes directeur technique et cofondateur de l'entreprise Épure. Restez avec nous dans quelques instants. Nous aurons le plaisir de recevoir celui qui chaque semaine pousse des coups de gueule sur le traitement du handicap dans Faut que ça change sur Sud Radio. Mais je vous en dis pas plus. La santé en mouvement spécial handicap, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. La normalité sous ordonnance, le documentaire choc où l'appât du gain rencontre la détresse de l'être humain, présente. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission dédiée au handicap, j'ai le plaisir d'accueillir Anthony Martin-Mintz. Anthony, on vous retrouve toutes les semaines sur l'antenne de Sud Radio. Vous êtes journaliste et éditorialiste avec un parcours exceptionnel. J'en veux pour preuve une passion pour le sport et un engagement social. Et vous êtes notamment athlète judoka, non-voyant, plusieurs fois médaillé. Alors, avant de commencer, j'ai envie de vous demander, Anthony, dans quelle mesure les lois et amendements votés au service des personnes en situation de handicap sont-elles pensées par ceux qui en ont réellement besoin ? Alors, bonjour Vanessa, bonjour à tous. Les lois, elles sont faites aujourd'hui de telle sorte à ce que, de façon globale, on arrive à répondre à des enjeux sociétaux majeurs. Donc on prend toujours le prisme du plus grand dénominateur commun et on fait en sorte de pouvoir y répondre par un contexte législatif. La difficulté étant que le handicap, il est aussi particulier et éparse qu'il y a de nombre de personnes en France. Donc, on essaye de répondre à quelque chose de très spécifique par une approche globale, ce qui, à mon sens, n'est pas forcément la bonne manière. Il faut à chaque fois prendre le plus petit dénominateur commun. Par exemple, quand vous construisez une gare, c'est assez, selon moi, étrange que de mettre des escaliers partout, alors que si vous prenez le prisme de la personne en fauteuil roulant, vous résolvez la problématique que rencontre la famille avec poussette ou juste le voyageur avec bagage. Donc c'est ça aujourd'hui, selon moi, la grande difficulté que pose le contexte législatif, c'est qu'il la plupart du temps, il répond un peu à côté de la plaque et à côté des enjeux. J'en veux pour preuve ce que vous abordiez tout à l'heure en première partie d'émission sur le remboursement des fauteuils roulants. La plupart des fauteuils roulants sont pris en compte dans la proposition de loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale puis au Sénat et qui rentrera en vigueur en septembre 2025, qui était une promesse d'ailleurs de Emmanuel Macron il y a 2 ans de cela, sur le remboursement intégral. Sauf que quand vous écoutez les personnes en situation de handicap, elles-mêmes concernées, elles vous disent que pour la plupart, la liste des fauteuils roulants ne tient pas compte de toutes les spécificités dont elles ont réellement besoin. Et par exemple, ce qu'elles voudraient, c'est davantage de remboursement sur des devis, et non pas sur un listing préétabli par des gens qui, a priori, n'y connaissent pas forcément grand-chose. À partir de ce que vous dites, Anthony, vous avez le sentiment que on favorise, excusez-moi de le dire ainsi, les handicaps le plus visibles, parce qu'on a beaucoup de handicaps invisibles, et on en parle de plus en plus, mais pour l'instant, il y a un gros travail à faire encore dans ce domaine-là ? 80% des handicaps aujourd'hui reconnus sont invisibles. Donc vous pouvez avoir quelqu'un avec une sclérose en place. Il y a en ce moment une campagne de pub qui me fait assez sourire, parce que je la trouve assez juste, où vous avez cette voix off, d'ailleurs on la diffuse assez souvent sur Sud Radio, qui dit « Mais regarde-le avec ses écouteurs, lui qui est assis sur une place handicapée dans le bus ».
En plus, il écoute sa musique, etc. Je vais aller lui dire, moi, qu'il a rien à faire là, que c'est une place handicapée. Et en fait, la voix off qui reprend dit oui, il va vous expliquer à quel point c'est dur d'être en sclérose, de supporter une sclérose en plaques. Oui, l'innovation aujourd'hui, elle s'adresse, je pense, au plus grand nombre. Fort heureusement, et vous l'avez d'ailleurs autour de la table en début d'émission, avec Épure, il y a des solutions qui sont extrêmement spécialisées. Et je vous dirais, heureusement qu'il y a des startups comme ça qui bossent sur des problématiques très concrètes, parce que autrement, je pense qu'on oublierait 80% de notre population, enfin 80% des 1/3 de notre population qui sont concernés par la problématique du handicap ou de la mobilité empêchée. Alors, Anthony, j'ai envie de vous demander, est-ce que pour vous, les dispositifs actuels de financement, alors on pense au MDPH, à la sécurité sociale, aux mutuelles, sont suffisamment simples et accessibles, ou il reste quand même un parcours du combattant? Alors disons-le, déjà, les MDPH, les maisons départementales des personnes handicapées, c'est entre guillemets un guichet unique où lorsque vous avez une situation de handicap ou de maladie chronique est celui auquel vous devez vous adresser quand vous avez une situation de handicap continu ou durable, plutôt non pas durable mais temporaire, à qui vous vous adressez pour avoir un soutien, pas que financier, il y a des soutiens techniques, il y a des soutiens humains qui peuvent être mis en œuvre. Oui, aujourd'hui, ces dispositifs sont compliqués à obtenir, sont compliqués à demander. Il y a parfois des temps d'attente à rallonge, des dossiers. Moi, j'en ai reçu dans l'émission Faut que ça change, une femme qui hébergeait, non pas hébergeait, mais avait 2 enfants en situation de handicap, poly-handicapés. Ça faisait 19 ans qu'elle n'avait jamais eu de reconnaissance parce que trop de handicap, et on a pris le handicap le moins lourd dans la considération de son dossier. Et ça, évidemment, ça révolte quand vous ne pouvez pas faire autrement. En plus, quand vous êtes mère aidante, ça c'est un autre sujet. Mais la situation de handicap, elle est déjà suffisamment compliquée au quotidien pour qu'en plus l'administration s'y mette. La ministre en charge des personnes handicapées et de la perte d'autonomie, Charlotte Parmentier-Lecocq, a voulu en avril mettre en place une task force pour justement essayer de supprimer tous les irritants sur les MDPH. Alors vous êtes vous-même, vous avez un handicap visuel. Est-ce que il y a des innovations prometteuses, et est-ce que vous auriez un coup de gueule à passer justement sur ce qui se fait dans le handicap visuel aujourd'hui et les paradoxes auxquels vous êtes soumis? Il y a plein de technologies aujourd'hui qui se mettent au service de la déficience visuelle, et j'en veux pour preuve, par moment où l'intelligence artificielle fait peur, elle nous permet effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, de devenir des humains augmentés. Alors nous, on n'est pas des humains augmentés, finalement on arrive juste à peu près à être une moitié d'humains valides avec ce genre de technologie. Mais c'est déjà pas mal, et on va pas râler pour cela. Mais en revanche, ce qui est préoccupant, c'est que la considération de l'accompagnement administratif, économique, financier, les aides techniques dont je parlais tout à l'heure, octroyées par les maisons départementales des personnes handicapées, n'accompagne pas forcément le mouvement de l'innovation au moment où cette innovation intervient. On a toujours une petite latence d'à peu près 5 à 10 ans entre le moment où on considère l'innovation et au moment où on se dit « Ah oui, effectivement, il faudrait peut-être que j'accompagne cette innovation ». Je vous donne juste un tout petit exemple. J'avais à l'époque mon appartement tout seul. J'avais demandé un soutien à la maison départementale des personnes handicapées pour un robot aspirateur. Un robot aspirateur qui aspire, lui, tout seul, dans chaque recoin de la maison. Et on me l'avait opposé parce qu'on m'avait dit c'est un produit de consommation commun. Bah oui, mais en fait, quand vous êtes déficient visuel et que vous passez aspirateur, pour la plupart du temps, vous passez à côté de ce qu'il faut réellement aspirer. Quand vous avez un chien guide qui met des poils partout, je peux vous garantir que le robot aspirateur, il a cet avantage d'aspirer ce que vous ne verrez pas. Donc, est-ce que à ce moment-là, c'est un produit de bien commun? C'est discutable. Alors, en vous écoutant, on comprend qu'on tente de plus en plus de rembourser les aides techniques, mais quelque part, cette ville qu'il faudrait changer ou qu'il faudrait penser différemment, pour vous, elle n'est pas assez pensée dès le départ pour inclure justement toutes ces différences. Il faudrait peut-être changer notre prisme de réflexion et intégrer l'individu dans quelque chose de beaucoup plus global. À chaque fois que vous rénovez quelque chose, vous devez vous reprendre à la norme qui, elle, depuis, a beaucoup évolué, et fort heureusement. Moi, ce qui me rend fou, ce sont ceux qui réclament des dérogations spécifiques pour s'éviter de devoir se conformer aux nouvelles normes. Donc ils rénovent,
mais parce que ce n'est pas assez esthétique, parce que ça les emmerde, et ben ils n'ont pas envie, ni plus ni moins, de se mettre en conformité avec la loi. Ça me rend fou. Parce qu'évidemment, quand ils font ça, ils pensent à eux et ils ne pensent pas au bien commun, à l'intérêt général. La société, je pense qu'elle a envie de bien faire. Elle l'a montré notamment sur les Jeux paralympiques, mais elle ne prend pas pour héritage et en héritage cette partie-là, et ça c'est, je trouve, désolant. Pour conclure, Anthony, si vous aviez un message à faire passer aux décideurs sur la manière de financer les innovations dans le handicap aujourd'hui? Faut que ça change. Merci beaucoup Anthony Martin-Miss. La santé en mouvement, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos émissions en podcast sur l'application Sud Radio et sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous souhaite une excellente fin de week-end. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout, prenez soin de vous. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Avec La normalité sous ordonnance. Le documentaire choc où l'appât du gain rencontre la détresse de l'être humain.